Pourquoi s'intéresser à l'Arabie Saoudite? Cette pétromonarchie plutôt discrète se transforme sous l'impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salman qui veut en faire la première puissance du Moyen-Orient. Allié stratégique pour la France ou menace pour nos intérêts, le grand reporter Georges Malbruno nous répond. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Merci et bienvenue sur Tricolore. Vous avez un parcours passionnant et êtes spécialiste du Proche-Orient, du fait d'une expérience forte du terrain et parfois dans des conditions tragiques. Pourriez-vous vous présenter? Alors, je suis Georges Malbruno, journaliste au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. J'ai fait des études d'économie, un troisième cycle en sciences économiques, ensuite une école de journalisme, et ensuite j'ai commencé de travailler au journal La Croix, service politique intérieur, pendant 2 ans. Et en 1988, je suis allé en reportage à Jérusalem, et j'ai pris à cette occasion-là le virus du Moyen-Orient. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'époque donc au conflit israélo-palestinien, c'était la première intifada. Ensuite, je suis allé au Liban l'année d'après, c'était la guerre civile encore. Et quelques années après, je me suis installé à Jérusalem, au début de ce qu'on a appelé le processus de paix israélo-palestinien, après les accords d'Oslo en 1994. Je suis resté 9 ans à Jérusalem, couvrant d'ailleurs à partir de là l'ensemble du Moyen-Orient. Et puis en 2000, j'ai commencé d'écrire mon premier livre en 2002, sur la deuxième intifada. Et ensuite, j'ai écrit un livre avec mon confrère Christian Chesneau sur l'Irak de Saddam Hussein, qui est paru juste avant l'invasion américaine de l'Irak en 2003, date à laquelle je me suis installé à Bagdad, 2003-2004. Et j'ai couvert pendant 2 ans, bon, j'ai été otage aussi là-bas. Et à partir de 2005, je suis revenu en France. Au Figaro, alors qu'avant j'étais essentiellement freelance, au Figaro, où je couvre donc le Moyen-Orient avec des fréquents déplacements dans la région. Et aussi, donc, on a continué d'écrire des livres avec Christian Chesneau sur la Syrie, sur l'Irak, sur le Qatar, le Golfe, sur la diplomatie française, le déclassement français, et puis le dernier, donc sur MBS, qui est ce prince héritier saoudien qui devrait devenir roi rapidement et qui, de par l'influence de l'Arabie saoudite et de par sa propre influence, sa volonté à la fois de réformer son pays, de réformer sa diplomatie, etc., deviendra un personnage, est déjà devenu un personnage incontournable au Moyen-Orient. Alors justement, vous venez de le dire, vous venez de publier un livre sur Mohammed Ben Salman avec votre confrère. Donc Mohammed Ben Salman, souvent abrégé MBS. Pourquoi ce choix de se concentrer sur un tel personnage? Et est-ce que vous pourriez le décrire un petit peu plus précisément pour les néophytes? Pourquoi MBS? Parce que c'est la figure montante au Moyen-Orient, de par le rôle que joue l'Arabie saoudite, de par l'Arabie saoudite qui est la grande puissance du Golfe. Quand on regarde une carte géographiquement, 4 fois la superficie de la France, la population, 26 millions de Saoudiens, alors que les voisins, les petits Émirats, ont des populations de 1, 2, 3 millions d'habitants, puissance financière importante avec le pétrole, dans un monde arabe justement où les pays puissants anciennement, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, aujourd'hui, sont ou faillis ou démembrés, ou en convalescence pour l'Égypte depuis les révoltes arabes de 2011. Donc voilà, donc ce personnage est important parce qu'il est jeune, il a pris le pouvoir, ou quasiment pris le pouvoir à la hussarde, il a engagé des initiatives diplomatiques au début qui ont été des échecs, mais ensuite il s'est un petit peu réorienté et il a bouleversé un petit peu la diplomatie traditionnelle saoudienne. Alors le personnage, c'était un personnage, donc Mohammed bin Salman est né en 1985, donc il a 39 ans, il est jeune, c'est le fils donc du roi Salman, le fils préféré, alors, dans notre livre, on a réussi à percer un petit peu son intimité. C'est ce qui est intéressant aussi, au-delà des aspects géopolitiques. On a notamment retracé sa jeunesse lorsqu'il venait passer ses étés au Plaza Athénée, non loin de là, ou au Majestic à Cannes. Donc, il avait entre 99 et 2003-4, il avait
entre 13 et 14 et 18 ans. Et c'était à l'époque un adolescent un peu balourd, qui parlait pas l'anglais, qui aimait les jeux vidéo, la junk food, qui n'était pas porté sur, contrairement à certains autres princes, sur un petit peu les nuits parisiennes, les cabarets, les boîtes, etc. Non, lui, c'était vraiment je dirais, le bédouin traditionnel, qui ensuite, après avoir fait des études de droit, ensuite a choisi de rester dans le sillage de son père tout le temps, qui était à l'époque gouverneur de Riyad, hein, c'était un poste important. MBS, contrairement à ses autres frères ou demi-frères, n'a jamais fait d'études à l'étranger, hein, mais il a choisi à partir des années 2005 de coller à son père, qui était gouverneur de Riyad, et qui avait un poste important aussi au sein de la famille régnante, c'est-à-dire il arbitrait les différends entre princes, entre clans, dans une famille qui est très nombreuse. Il y a plusieurs milliers de princes en Arabie Saoudite. Et donc, il avait un poste stratégique comme ça, le roi Salman, ce qui a permis à son fils aussi d'avoir une connaissance profonde, intime de la famille régnante, de son mode de fonctionnement et des turpitudes de certains princes, turpitudes dont qu'il sanctionnera une dizaine d'années après. Donc voilà, et c'est ensuite comme ça qu'MBS s'est familiarisé avec le fonctionnement de l'Arabie Saoudite, aux côtés de son père, qui est devenu prince héritier en 2012 et roi en 2015 à la mort du roi Abdallah. Et MBS en 2015 n'est pas devenu, il avait déjà amorcé à partir de 2012 une ascension assez forte auprès de son père. En 2015, lorsque son père est devenu roi, il est devenu ministre de la Défense, et puis en 2017, il a commencé de prendre le pouvoir de manière brutale, puisqu'il a évincé le prince héritier Mohammed bin Nayef de manière extrêmement brutale. Ça a été raconté MBN, qui était l'homme de l'antiterrorisme, s'est retrouvé une nuit avec, à la fin du ramadan, un pistolet dans le dos et il a dû abdiquer. Donc MBS est devenu le prince héritier et l'homme fort, et compte tenu de l'âge avancé de son père et de sa santé défaillante déjà en 2017, de facto, depuis quelques années, c'est le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Donc c'est pour toutes ces raisons que MBS nous a paru être un personnage extrêmement intéressant. Intéressant aussi parce que, on me poserait sans doute la question, mais je la devance, il a une double face, il a un double visage, c'est à la fois un modernisateur et un autocrate. Il est modernisateur parce que l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, de 2024, ne ressemble en rien à l'Arabie Saoudite de 2015. Sociétalement, les réformes sont impressionnantes. Les femmes, donc on le sait, ont le droit de conduire. Elles ne sont plus soumises au tutorat, c'est-à-dire qu'elles peuvent sortir de leur pays seules sans être accompagnées par un individu mâle. Elles peuvent tout à fait demander le divorce. Donc en conduisant, etc., elles ont accès au marché du travail beaucoup plus facilement. Et surtout aussi, il a entrepris d'extraire le carcan, ou de réduire considérablement le carcan religieux sur la société il ne l'a pas aboli, mais il l'a privé de ses pouvoirs, la police religieuse, qui donnait de l'Arabie Saoudite une image absolument catastrophique. Avant, vous aviez des barbus, des gens habillés d'une longue taube, qui étaient dans la rue avec des matraques et qui étaient chargés de vérifier que les filles portaient bien la baya, que les commerces fermaient bien aux heures de prière, etc., etc. MBS les a gardés, mais ils sont à la maison, ils ne travaillent plus, ils sont payés, mais voilà, donc il veut transformer en quelque sorte l'Arabie Saoudite d'un État religieux à un État-nation. Et donc ça, c'est le MBS modernisateur. En plus, on y viendra sur son plan Vision 2030, l'économie, faire passer l'Arabie d'un État rentier à un État justement à peu près normal. Et puis à côté du MBS modernisateur, il y a le MBS autocrate, effrayant, comme nous a raconté un patron du CAC 40 qu'il a connu justement au cours de ses premières années 2015-2018. Le MBS effrayant, c'est d'une part, il déclare la guerre au Yémen en 2015, il se lance dans cette aventure qui a été un fiasco, qui n'est pas terminée.
Ensuite, 2017, il se met en tête, en quelque sorte, presque d'envahir le Qatar, parce que le Qatar, pour ses liens avec les frères musulmans, parce que le Qatar, historiquement, fait de l'ombre le petit Qatar fait de l'ombre aux géants saoudiens. L'Iran, il a envie d'en découdre un peu avec l'Iran. Donc ça, c'est les années. En plus, l'assassinat horrible de Jamal Khashoggi, le 2017, vous vous souvenez au Ritz, la purge qu'il inflige à la fois aux princes et aux hommes d'affaires, corrompus. Bien vu d'ailleurs cette purge par la population saoudienne, parce qu'elle voit qu'il y a un prince qui veut en finir avec la corruption. Donc ça, c'est ces années, je dirais, les années MBS effrayants, qui ne supporte aucune contestation. Alors aujourd'hui, il est un peu moins effrayant, il s'est un peu assagi, mais il supporte toujours aussi peu la contestation, puisque il y a encore des femmes ou des opposants qui sont jetés en prison parce qu'elles ont simplement tweeté quelque chose d'assez banal. Donc c'est un personnage complexe, une énigme, avec ses deux facettes, le modernisateur, qui change le visage de l'Arabie Saoudite, et le MBS, autocrate, qui conduit son pays de manière autoritaire. Alors, on va revenir sur justement 3 points. L'aspect économique, l'aspect relatif aux droits de l'homme et l'aspect géopolitique. Vous parlez dans votre livre de la vision 2030, dont le but présenté est de sortir l'Arabie Saoudite de sa dépendance au pétrole. Ma question, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite est-elle en train de s'occidentaliser? Parce qu'on pense notamment à l'émergence d'une société de services avec le rôle prépondérant du sport. L'Arabie Saoudite se fait conseiller par des cabinets de conseil américains, par exemple. Il y a eu le recrutement de Benzema, de Ronaldo. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette volonté? Alors, s'occidentaliser, oui et non. S'occidentaliser, ça veut... Enfin, je veux dire, c'est... Le modèle de Mohammed bin Salman, le modèle économique, c'est plutôt Singapour ou Dubaï. C'est faire de l'Arabie Saoudite non plus un État pétrolier rentier, où la manne pétrolière ruisselait et la population attendait béatement que l'argent vienne à elle. MBS a pris conscience qu'il y aurait un après-pétrole après, et par conséquent, il fallait déjà le préparer. Et surtout, il a pris conscience, alors est-ce que c'est s'occidentaliser, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est du réalisme. Et il a pris conscience aussi, autre facteur de réalisme, c'est que 60% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Elle est un peu comme lui, elle est jeune. Et donc ces jeunes-là, c'est pour eux qui gouvernent, parce que c'est à eux qu'il faut donner du travail. Et donc, pour donner du travail, il faut changer les bases de l'économie, encore une fois, passer d'une économie pétrolière à une économie axée sur le tourisme, axée sur les énergies renouvelables, sur les services. Dans ce sens-là, peut-être qu'il s'est occidentalisé, mais c'est sûr qu'il est fortement conseillé. Tous, 80% des milliers et des milliers de consultants sont des consultants américains, donc effectivement, il y a une influence forcément américaine et occidentale sur lui. Mais c'est dans ce sens-là qu'il a pris conscience qu'il fallait changer l'Arabie Saoudite. Et donc, alors ce sont des défis considérables parce que son plan Vision 2030, qui consiste effectivement à faire passer l'Arabie à l'après-pétrole, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a des projets pharaoniques, un certain nombre d'entre eux sont déjà bien entamés, mais d'autres sont jugés comme démesurés, notamment The Line, cette ville futuriste, etc., qui initialement devait faire 170 km de long, une espèce de parallélépipède cubique, oui, parallélépipède, en verre, etc. Bon, on a appris que là, ils vont réduire la voilure. Mais il y a le défi, le défi financier. Il faut beaucoup d'argent pour financer tout ça. On estime à plus de 500 milliards les investissements. Pour ça, il faut qu'il y ait un baril de pétrole qui soit à plus de 100 $. On a vu récemment qu'il avait été obligé de mettre des actions d'Aramco sur le marché pour pouvoir justement financer ces projets, sachant que les investisseurs saoudiens sont encore très méfiants vis-à-vis de lui, et une grande partie de ces investisseurs ont toujours leur argent à l'étranger parce qu'ils se souviennent de la purge du Ritz où ils ont été dépouillés d'une partie de leur argent, donc ils sont méfiants.
Donc ça, c'est le premier défi financier, qui est important. Deuxième défi, c'est un défi, je dirais, de compétences, et de formation de la jeunesse, pour faire en sorte que l'Arabie réussisse sa transformation économique. Il lui faut créer une sorte de technostructure. Un gouvernement de consultants, certes c'est sympa, ça lui permet d'avoir des bonnes idées, de projets, mais sur le moyen terme, c'est pas comme ça qu'un pays se gère. Donc il faut former une élite. Ça avait déjà été commencé sous le roi Abdallah, qui avait envoyé chaque année 10 000 étudiants se former aux États-Unis, mais voilà, il y a encore beaucoup à faire pour que les Saoudiens, les jeunes Saoudiens ou les moins jeunes, eh bien, puissent occuper les emplois qui sont nécessaires dans le cadre de ce projet de modernisation. Et donc voilà, donc ça c'est deux défis essentiels qui sont très importants, mais l'Arabie Saoudite, pour répondre à votre question, effectivement, a complètement changé de visage, mais son modèle c'est plutôt, je vous dis, Singapour et Dubaï. Alors, vous parlez de Dubaï, les Émirats sont aussi en train de bénéficier d'une modernisation économique. Est-ce qu'il a un plan MBS justement pour que son pays soit en avance, soit le premier dans cette Son région? plan, c'est sa vision 2030, et c'est effectivement, mais c'est aussi, vous parlez de Dubaï, les Émirats arabes unis, qui sont leurs alliés, qui étaient les alliés très proches de MBS. Leur dirigeant Mohamed bin Zayed, qui était un peu le mentor de MBS ces dernières années, aujourd'hui est assez méfiant vis-à-vis de MBS, parce qu'MBS, considérant le poids important de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, veut être celui qui dirige et veut faire de l'ombre à Dubaï. On l'a vu pour la question des sièges des sociétés étrangères. MBS a clairement dit à ces sociétés étrangères, maintenant, si vous voulez faire du business en Arabie Saoudite, eh bien, vous devez avoir votre siège à Riyad et non plus à Dubaï. Donc, il y a des craintes chez les Dubaïotes et chez les Émiriens, mais c'est clairement ce modèle-là qu'il veut inspirer pour son pays. Et dans votre livre, vous consacrez un chapitre et vous revenez sur de nombreux exemples du train de vie faramineux de la Oui. cour et des dépenses. Est-ce que ce ne sera pas une faiblesse à long terme, comme un peu un dictateur qui s'embourgeoise Non, mais alors oui, ça c'est le côté croustillant, mais qui est intéressant de notre livre, c'est qu'effectivement on a eu accès à l'intimité d'MBS, comment il vit dans ses palais, la paranoïa sécuritaire, lorsqu'il vient à l'Élysée, il impose un Saoudien dans les cuisines parce qu'il a peur d'être empoisonné, lorsqu'il rentre dans ses palais, tout le monde en sort, les démineurs rentrent, etc. À chaque fois c'est le même ballet. Et puis c'est effectivement le recrutement de Luis, son majordome brésilien à 320 000 € par mois, son goût pour les huîtres Gilardo, le bœuf wagyu qui fait venir en Falcon tous les 15 jours de Dubaï à Jeddah. Mais on est dans un autre monde, donc c'est pas voilà, ça ils n'aiment pas ça, c'est le côté du livre qu'ils n'ont pas aimé. On est à la cour des princes, c'est pas dans le même monde que ni le vôtre ni le mien. Donc voilà. Alors après, il faut qu'il y ait une certaine, je dirais, discrétion, décence. Voilà. Ça, ce qui est évident, c'est que, si vous voulez, l'autre défi, pour continuer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que son plan Vision 2030, qui est intéressant, qui a commencé, dont on verra les premiers résultats bientôt. Si à terme, dans quelques années, dans 2-3 ans, il n'y a pas des résultats concrets, notamment en termes d'emploi et de formation, il y en a déjà un petit peu, mais s'il n'y en a pas davantage, la déception pourrait naître. Et à partir de là, bien MBS pourrait être critiqué plus qu'il ne l'est. Et comme il ne supporte pas la critique, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est la raison pour laquelle sa priorité, son objectif, son obsession, je dirais, diplomatique, c'est d'avoir la stabilité dans cette région du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il s'est réconcilié avec l'Iran, c'est pour ça qu'il veut la paix avec Israël. Il veut voilà, stabilité pour réussir mon plan Vision 2030, qui est mon objectif prioritaire, sans lequel, eh bien, j'aurai des problèmes. Voilà. Ça, c'est
c'est la façon, c'est comment MBS voit les choses. Donc voilà. L'autre défi qu'il devra probablement affronter, c'est que aujourd'hui, effectivement, il a donné, il y a un chapitre dans notre livre intitulé Du pain et des jeux à la jeunesse. Il leur donne à la fois des concerts, des cinémas, possibilité de vivre une jeunesse normale dans un pays qui ne l'était pas. Donc les jeunes sont contents, sont plutôt de son côté de manière majoritaire, mais ils sont invités à se taire strictement. Sinon, vous allez en prison. Donc, vous voulez, au fur et à mesure que le pays, comme vous le disiez tout à l'heure, va s'occidentaliser, en tout cas s'ouvrir un petit peu, se normaliser, il y aura probablement aussi une demande d'une certaine forme de libéralisation politique. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'MBS réponde positivement à cette demande de libéralisation politique. Si dans 5 ans, 10 ans, il n'y a pas non plus un espace un petit peu pour parler, parce qu'aujourd'hui, c'est Big Brother, vous êtes espionné de partout et personne ne parle, il pourrait qu'il y ait des problèmes. Alors, il l'a peut-être prévu, on verra, mais ça, c'est une composante qui manque aujourd'hui à son projet. Oui, justement, j'allais vous poser la question s'il envisageait un progrès du côté même des droits de l'homme. On a vu quand même qu'il a essayé de se dédouaner de l'assassinat du journaliste. Donc, est-ce peut-être qu'il commence à le prendre en compte parce que oui, voilà, vous parlez d'un Janus en référence au dieu romain aux deux visages. Donc, de ce côté-là, pour vous, c'est clair, il ne le prend pas encore en compte? Non, pas pour le. Non, c'est pas sa priorité. Non. Vous savez, l'Arabie Saoudite et cette région du monde, ça n'est pas l'Europe. Ça n'est pas la Suède. L'Arabie Saoudite ne sera jamais un pays nordique. D'ailleurs, les gens ne demandent pas une démocratie. Les gens demandent plutôt une bonne gouvernance et puis peut-être à un moment donné d'être un petit peu associés à cette gouvernance. Mais ils ne demandent pas la démocratie, etc. Donc, et aujourd'hui, ça n'est pas une priorité pour MBS, certainement pas. D'autant moins, je dirais que après avoir été mis à l'index par la communauté internationale suite à l'assassinat horrible de Jamal Khashoggi, il est redevenu incontournable et tous les grands leaders de ce monde sont allés à Canossa, à Jeddah ou à Riyad pour lui baiser les babouches. Donc aujourd'hui, ils ne se sont pas acculés à nous. Donc voilà. Simplement, ce qui est regrettable, c'est que à côté du MBS modernisateur qui donne des droits, par exemple, aux femmes, qui libéralise la vie sociale, eh bien, vous avez encore justement des femmes, ou pas des femmes, ou des religieux, qui sont jetés en prison parce que, tout simplement, ils ont fait un tweet critiquant un peu, et condamnés de manière lourdement. Donc, ça brouille son image, mais je pense qu'il y a chez lui cette volonté de faire des exemples. On est dans un pays, encore une fois, il faut revenir à ce que disait son grand-père, Mohammed ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie contemporaine, en disant, pour diriger ce pays de Bédouins, il faut être un Bédouin. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles son fils, Salman, a choisi MBS pour conduire ce pays d'un type qui est resté toujours chez lui, qui connaît bien l'Arabie Saoudite et qui dirige le pays d'une main de fer. Voilà. Aujourd'hui, il peut le faire, mais tôt ou tard, il sera probablement contraint d'ouvrir un petit peu les vannes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'MBS va être roi à 40 ans. S'il n'est pas assassiné par un de ses cousins, c'est arrivé déjà en Arabie, le roi Faisal en 75 a été assassiné par un de ses neveux, parce qu'il voulait déjà un petit peu ouvrir la société. Il avait le projet de lancer une télévision, qui n'avait pas plu à son neveu qu'il a assassiné. Si MBS n'est pas assassiné par un de ses cousins, parce qu'ils sont nombreux à lui en vouloir, pour les raisons que vous savez, il aura quand même 30 ans devant lui, au minimum, donc, si vous voulez. Donc, quand on pense à ce que fait MBS aujourd'hui, il faut avoir ça en tête, c'est que son échéancier, lui, ça n'est pas un quinquennat, c'est 3 décennies. Donc, son plan Vision 2030, c'est une façon d'indiquer un cap à ses concitoyens, à ses sujets, et ça, ils apprécient parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais si ces projets ne sont pas réalisés en 2030, ça n'a pas beaucoup d'importance, qu'ils le soient en 2030, en 2032, en 2035. Voilà, c'est un cap qui est fixé, et donc il a 3 décennies, si Dieu lui prête vie, pour changer son pays. Donc ça, c'est quand même important, et ça doit aussi changer un peu notre analyse du personnage. Je voudrais revenir sur la place d'Israël. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. On sait que la guerre entre Israël et le Hamas a rebattu les cartes.
quel rôle MBS veut-il se donner dans ce conflit? Parce qu'on a insisté à un réchauffement des relations entre l'État juif et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est sunnite, comme le Hamas. Oui, oui. Donc, Il y a une petite minorité chiite, mais c'est le wahhabisme, c'est le berceau du sunnisme. Enfin, c'est un pays, c'est l'Arabie qui, toujours face à l'Iran, justement, considéré comme les lieux saints sont à la Mecque et à Médine, et c'était le pays qui défendait les sunnites face à l'Iran qui défendait les chiites. Non, mais MBS, alors, au plan diplomatique, justement, a compris la bascule, c'est 2019, lorsque l'Iran, via ses relais, lui envoie un message en disant bon, vous devez vous calmer. Parce qu'on a compris que il avait même des plans de jeux vidéo d'envahir l'Iran, etc. Donc il y a eu Abqaiq, des missiles et des drones aussi, ou de milices pro-iraniennes en Irak, ont détruit Abqaiq, les installations pétrolières d'Aramco. Pendant 3 jours, la production pétrolière saoudienne a chuté. Donald Trump, le grand allié de l'Arabie saoudite, n'est pas venu au secours d'MBS. MBS s'est trouvé nu. Et là, il a compris qu'il fallait qu'il arrête. Et donc, à partir de là, il s'est dit, bon, si je veux réussir mon plan Vision 2030, mes réformes, j'ai besoin de calme. Donc, entamons un processus de réconciliation avec l'Iran qui a abouti en 2023. Et dans ce cadre-là, je veux du calme, réconciliation aussi avec la Turquie, le Qatar, et d'autre part, Israël est là. Et moi, tôt ou tard, je normaliserai mes relations avec Israël. Il n'avait pas voulu participer aux accords d'Abraham parce que son père, le roi Salman, ne voulait pas, en 2020, contrairement à ce qu'ont fait les Émirats, par exemple. Mais il avait en tête de normaliser. Donc, avant le 7 octobre, il avait entamé, plus qu'entamé, des négociations via les États-Unis en vue de normaliser avec Israël. Mais, encore une fois, ces négociations, c'est un peu à l'image de ce que je vous disais, c'est l'Arabie d'abord, nos intérêts d'abord. Et nos intérêts d'abord, ça veut dire que je veux bien me réconcilier avec vous, Israéliens, mais pour ça, ça va coûter aux médiateurs américains, eh bien, ça va leur coûter de me fournir un parapluie de sécurité, parce que l'Iran, même si je me réconcilie, j'ai toujours de la méfiance vis-à-vis d'eux. Je veux du nucléaire civil, mais voilà, parce que l'Iran en a. Et donc voilà, donc il y avait une espèce comme ça de transaction qui était sur le point d'aboutir. MBS n'a pas, contrairement à l'ancienne génération des dirigeants saoudiens, un passé, il est jeune, donc lui la cause palestinienne, il connaît assez peu, comme les jeunes de 30-35 ans aujourd'hui en France ne la connaissent pas beaucoup. Et donc, et puis fasciné un peu par la high-tech, fasciné par on l'a vu dans les affaires d'espionnage où les sociétés de sécurité israéliennes lui ont fourni du matériel pour espionner ses opposants. Donc, il y avait comme ça une normalisation qui était bien entamée. Le 7 octobre, il y a mis un terme. Il y a mis un terme, oui et non, a été gelé. MBS a dit, je gèle la normalisation, mais sachez, Israéliens, que je garde en tête l'idée que, et ces négociations ont continué via les Américains, simplement aujourd'hui, l'Arabie saoudite MBS ne peut plus brader la cause palestinienne comme, a priori, ils pensaient le faire avant le 7 octobre. Comme l'ont fait les Émirats, le Maroc, dans les accords d'Abraham. Donc, aujourd'hui, la donne a changé. Les Saoudiens disent très clairement, nous, Saoudiens, et d'autres Arabes derrière, puisque c'est la force motrice du monde arabe aujourd'hui, nous sommes prêts à normaliser nos relations avec Israël, financer la reconstruction de Gaza, stabiliser Gaza, à condition, et c'est l'expression, qu'il y ait un chemin irréversible vers un État palestinien. Je ferme les guillemets. Et ça, Benjamin Netanyahou, les dirigeants israéliens n'en veulent pas. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette acceptation d'un État palestinien, l'Arabie saoudite restera les pieds au plancher et ne normalisera pas avec Israël. Dernière question, on fait une question. Enfin, justement, pour conclure, du point de vue français, MBS est-il un allié ou un concurrent? En fait, comment est-ce qu'on peut se comporter face à ce personnage qui est à la fois modernisateur et tyrannique? Emmanuel Macron l'a rencontré plusieurs fois, il a eu ce rôle de médiateur à ses côtés. Comment on peut... Oui, alors, Mohammed bin Salman et Emmanuel Macron il n'y a pas vraiment d'alchimie entre eux. L'Arabie saoudite est un allié traditionnel de la France.
c'est à la fois un client et un allié. Hein. L'Arabie Saoudite, comme vous le savez, a eu historiquement un allié privilégié des États-Unis. Mais cette alliance, aujourd'hui, MBS pratique la polygamie diplomatique, donc il garde cette alliance avec les États-Unis, mais il a de bonnes relations avec la Chine, son premier client pétrolier, la Russie. Historiquement, la France était ce qu'on appelle un partenaire de compensation, justement. Lorsque l'Arabie se fâchait avec les États-Unis, eh bien, l'Arabie attirait la France ou la Grande-Bretagne, qui étaient des partenaires un petit peu de compensation. Et donc, on signait des contrats après le 11 septembre 2001, etc. La France n'est plus aujourd'hui un partenaire de compensation parce que l'Arabie a beaucoup d'autres partenaires de compensation. Et donc, on compte plus beaucoup pour l'Arabie Saoudite. On compte encore parce que la France a une puissance importante en Europe, et, membre permanent du Conseil de sécurité, mais dans les faits, les investissements français en Arabie Saoudite ont quand même baissé, les gros contrats, il n'y en a plus, et donc la relation n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Il n'y a pas d'alchimie entre MBS et Macron, on raconte dans le détail comment Emmanuel Macron a réagi lors de la première rencontre avec MBS, lorsque MBS lui a dit j'ai appris que les entreprises françaises voulaient aller en Iran en 2017, elles ne viendront pas en Arabie, et Macron a riposté du tac au tac, ça n'est pas comme ça qu'on parle à un président français. Voilà. Ensuite, Emmanuel Macron a voulu un petit peu le jauger, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La France n'a pas réussi à impliquer de nouveau l'Arabie Saoudite et MBS au Liban. MBS a donné un lot de consolation à la France, c'était le partenariat sur cette région touristique d'Aloula, avec la création d'une agence à Faloula, qui est installée à Paris, financée par l'Arabie Saoudite. Mais ça n'est pas à la hauteur. Donc, la relation encore une fois, elle est pas ce qu'elle devrait être, quoi. MBS a son château à Louvciennes, il se souvient de son, voilà, c'est un peu ce qu'on dit un summer resort, la France, pour MBS. Il vient passer des vacances, ça lui rappelle sa jeunesse au Plaza, au Majestic à Cannes. Mais la France n'est plus tellement sur les radars saoudiens, hélas. Et merci, Monsieur Malbruno d'avoir accepté notre interview.